Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos acompaña Jean-Luc Nancy, bueno, lo que constituye un motivo de alegría y bueno, y estamos muy expectantes y entusiasmados de poder presentar hoy aquí junto a él su último libro, Un virus demasiado humano. Tenemos que hacer algunos agradecimientos antes de arrancar. En primer lugar, al propio Jean-Luc Nancy por su amabilidad y generosidad y su total e inmediata disposición para participar, ¿no? Para aceptar participar de esta actividad, ¿no? Al Instituto Francés de Argentina, representado en la persona de Mateo Shapire, que nos ha brindado la infraestructura necesaria para que este encuentro sea posible. A la Furia del Libro, que incorporó la actividad en su agenda, y que bueno, que el año pasado nos recibía en medio de la revuelta y la represión policial, y este año lo hace en medio de la pandemia, así a la distancia. También a L. Felipe Alarcón, a Mónica B. Gragnolini, a Idoia Quintana Domínguez y a Daniel Álvaro, que aceptaron con generosidad participar, con generosidad y entusiasmo, participar de la conversación de hoy con Jean-Luc Nancy. A Miguel Valderrama y Alejandra Castillo de la editorial Palinodia, que son coeditores y coeditoras del libro, y además de ser amigues muy querides. A Víctor Goldstein, que con mucho cuidado y a toda velocidad tradujo el libro, cumpliendo con una exigencia, cumpliendo muy bien con esa exigencia. Muchas gracias. A Agustina Blanco, que hoy ofrece la interpretación de nuestras comunicaciones con Jean-Luc Nancy, pero que luego además traducirá las intervenciones de Jean-Luc Nancy para el subtitulado durante la transmisión. Bueno, y finalmente a tantas y tantos y tantas amigues, conocidos o desconocidas que nos acompañan, muchas gracias. Tendremos 4 intervenciones breves de 5 a 7 minutos que trazan un recorrido o subrayan, bueno, insistencias o momentos del libro, pero enfocadas en realizar una, o bueno, o más de una, pregunta a Jean-Luc Nancy. Comenzará Mónica B. Gragnolini, que, bueno, nuestra querida profesora Mónica B. Gragnolini. Hola a todos, mi nombre es Ana Sprea, soy de la editorial La Cebra y voy a presentar a Mónica B. Gragnolini. Ella es profesora de Metafísica y Filosofía de la Animalidad y directora de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es también investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Autora de libros como Nietzsche, Camino y Demora, Moradas Nietzscheanas, Del sí mismo, del otro y del entre, Derrida, Un pensador del resto, y Extraños animales. Le damos la palabra a Mónica, entonces. Bueno, ante todo, Jean-Luc, muchas gracias por ese don constante de su escritura y la posibilidad que le da al pensamiento que se mueve en torno a lo que nos acontece. Sus textos han sido compañeros constantes, tanto en la enseñanza como en el pensar. Mi reflexión sobre Un virus demasiado humano irá acompañada por algunas remisiones a sus otros textos. Entonces, aprovecharé también esta ocasión para plantear cuestiones presentes en otros momentos de su obra en relación ahora a la cuestión de la pandemia. En Un virus demasiado humano, usted señala que nada es novedoso en esta crisis y que lo nuevo es el miedo. Las pandemias derivadas del modo en que tratamos al planeta vienen siendo anunciadas en la última década. Virólogos y comunicadores han patentizado que los agronegocios y los modos de crianza intensiva de animales generan zoonosis, como la COVID-19, pero también el SARS, el MERS, la gripe porcina, la gripe aviar. Y decía, estas zoonosis están provocadas por los saltos virales interespecies.
y producen una cadena de destrucción del planeta que abarca los desmontes para generar tierra en la que plantar soja para alimento de los animales que serán consumidos, la erosión de los suelos por los monocultivos, el uso de agrotóxicos, la destrucción de trabajos locales, la contaminación de la atmósfera, etc. Todo ello por la necesidad de consumo de un mundo que ahora es, como usted señala, neoviral, y cuyo miedo es el virus, y no las razones que generan las condiciones de desarrollo de los virus. Por ese miedo al virus, la vacuna aparece ahora como la gran salvadora. Es la que permitirá olvidar lo acontecido y seguir en esta maquinaria de consumo, destrucción y utilización del planeta todo a nuestro servicio. En los primeros meses de la pandemia advertimos el error de la vida en esa normalidad que llevábamos y planteamos la necesidad de cuestionar esa supuesta normalidad. Pero ahora el mundo todo parece encaminado a desear el retorno a las condiciones de vida que son, en definitiva, las que han producido la pandemia. Hemos sentido, como señala usted en su texto, tambalearse la autosuficiencia, pero no demasiado. Ahora creemos que venceremos a la pandemia solamente para reiniciar esta carrera enloquecida del tipo de vida que llevamos y que producirá la próxima pandemia. En nuestro país, Argentina, hemos tenido un aislamiento social obligatorio de más de 8 meses, pero ya se está hablando del establecimiento de megagranjas para producir carne de cerdo para China. No hemos aprendido nada, y mucho menos hemos advertido que el virus es demasiado humano y que surge de nuestras formas de vida también demasiado humanas. Mi pregunta apunta entonces a las formas de vida y la comunidad. En la entrevista con Nicolas Dutin, que aparece en los anexos del libro, usted señala que, y cito, el mundo no tiene piel, sino que su piel está hecha de las relaciones de todas las nuestras, de todas sus distancias, proximidades, contactos, heridas, caricias. En Así habló Zaratustra, Nietzsche afirma que la tierra es una piel con muchas enfermedades y una de ellas se llama hombre. Más allá de las diferencias, creo que en ambos casos se está señalando algo similar, la cuestión de la exposición, y ahí con ese po de la piel, que usted trabaja en Corpus, con ese lugar de la piel expuesta, que no supone, desde mi punto de vista, solamente a los existentes humanos, sino a todos los cuerpos humanos y no humanos que se aproximan y se distancian en el contacto. Es cierto que usted le indica a Derrida en uno de sus diálogos que, y cito, Jacques se ocupa de los animales, entonces déjame a los hombres. Sin embargo, la pandemia nos evidencia que lo que nos acontece se vincula no solo con nuestro modo de estar con y entre otros humanos, sino sobre todo con nuestro modo de estar con y entre, y yo diría sobre todo contra, las vidas no humanas. Con esas vidas no humanas hay más heridas que caricias, más maltrato que cuidado. Si el virus es demasiado humano porque nuestros modos de vida, en tanto humanos, han contribuido a su desarrollo, la producción de zoonosis por los agronegocios y su expansión, los viajes internacionales, ¿no será necesario asumir nuestro mismo modo de ser humanos como esa enfermedad de la piel de la tierra de la que habla Nietzsche? ¿No será necesario pensar la comunidad que somos teniendo en cuenta ese contacto, ese tocar sin tocar la piel de las formas de vida no humanas? En el libro se señala que, cito, evitar los virus no define el bien de una vida, ni individual ni colectiva. Sin embargo, tal vez sea necesario pensar en cómo llegamos a esta situación que ahora nos conmina a evitar lo que nosotros hemos producido. Y para pensar esto, creo que ya no nos podemos ocupar solamente de los humanos, porque justamente ser humano
ha significado para buena parte de la metafísica occidental estar contra las formas de vida no humanas. Si hay un sentido para una vida buena en el futuro, ¿esa vida puede ser pensable solamente en términos de lo humano? ¿No debería tener en cuenta, no como recurso, sino en el modo de ser con a las otras formas de vida con las que estamos en relación, proximidad, distancia, caricia y herida? La comunidad de lo viviente que somos, ¿no nos exigirá, en definitiva, dejar de ser humanos? Oui, oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et je voudrais seulement préciser ceci. C'est trop humain, le trop humain de Nietzsche, bien sûr, mais le trop humain chez Nietzsche s'oppose au surhumain. Il se distingue du surhumain, de ce qu'il appelle le surhomme. D'autre part, évidemment, chez Nietzsche, il n'y a pas de considération du non-humain animal et végétal. Je dirais, il n'y en a pas directement parce que à l'époque de Nietzsche, ce n'était pas du tout encore devenu un sujet de préoccupation. À l'époque de Nietzsche, il n'y avait pas encore l'exploitation incroyable de l'ensemble de la biosphère terrestre. Et tout de même, chez Nietzsche, on peut trouver un certain nombre d'animaux, en particulier la vache qui rumine, de même qu'on peut trouver le chameau, le lion, et aussi le chien. Je crois bien quelque part le chien qui dit qu'il voudrait bien parler, mais que dès qu'il veut parler, il a oublié ce qu'il voulait dire. Ce qui est bon. Chacune de ces images d'animaux chez Nietzsche peut-être doit être analysée, elle l'a été pour ce qu'elle est. Si on veut, on dira ce sont des images, ce sont des métaphores. Mais tout de même, je dirais, à travers toutes ces images d'animaux, je pense surtout à la vache ruminante. Peut-être parce que pour moi aussi, les vaches sont des animaux avec lesquels, je dirais, j'ai justement la proximité, une sorte de pensivité, de lourdeur même, on peut dire. Bon, ça, ce sont peut-être chez moi des souvenirs d'enfance, en fait. Mais je veux dire qu'il y a chez Nietzsche un sens du non-humain animal autant que du surhumain. Et maintenant, le surhumain, quel est le surhumain chez Nietzsche? Le surhumain, le surhumain n'est pas ce que on a très souvent compris comme le surhomme et ce qui, dans les interprétations nazies de Nietzsche, est évidemment devenu, disons, un homme supérieur. Je dirais le surhomme de Nietzsche, si on le regarde bien, si on lit bien tous les textes, le surhomme de Nietzsche n'est pas un homme supérieur, c'est un homme qui, comme homme, est plus que simplement humain, et donc trop humain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, que veut dire simplement humain?
Et du coup, selon le titre de Nietzsche, trop humain, que veut dire simplement humain? Ça veut dire un homme qui ne voit pas au-delà de son humanité. Mais cet homme, c'est l'homme de ce qu'on a appelé l'humanisme. L'humanisme a été quelque chose de très grand, de très important. Bien sûr, dans l'humanisme, l'homme a commencé en particulier à se dégager de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de l'humanisme est un homme qui se détache, disons, de toute supériorité à lui. En même temps, sans doute, l'homme de l'humanisme s'est aussi détaché des autres formes vivantes, parce que les autres formes vivantes, il a commencé à les étudier et non pas à les exploiter, parce que il y a très longtemps que l'homme pratique l'élevage et la culture des plantes, etc. Très, très, très longtemps. Mais certainement qu'avec l'humanisme, alors l'observation de l'animal est devenue quelque chose qu'aujourd'hui nous connaissons très bien, puisque les laboratoires sont remplis de petits animaux sur lesquels on fait des expériences. Or, je crois que toute la question qui est posée aujourd'hui par la pandémie, mais c'est-à-dire à travers la pandémie, et comme vous l'avez dit, qui est posée par tout notre mode d'existence techno-économique, c'est la question d'un homme qui est limité à son humanité, c'est-à-dire qui n'a plus de rapport avec autre chose que lui, avec d'autres êtres que lui. Je dirais le surhomme de Nietzsche, le surhomme de Nietzsche est quelqu'un qui ne va pas du tout retrouver le Dieu de la métaphysique, ni se confondre avec lui, mais le surhomme de Nietzsche est aussi quelqu'un qui est peut-être capable d'avoir des dieux, d'autres dieux, ces autres dieux dont Nietzsche parle à la fin du célèbre fragment sur la mort de Dieu. Quel Dieu nouveau inventerons-nous? Ou bien d'autres dieux, au sens où Nietzsche dit quelque part, je ne pourrais croire qu'en un Dieu qui danse. Un Dieu qui danse, évidemment, c'est pas du tout le Dieu de la métaphysique, ce n'est pas du tout le Dieu de l'humanisme. D'une certaine façon, le Dieu qui danse est un Dieu qui n'est pas une projection de l'homme, parce que la danse n'est pas une projection de l'homme. Déjà, lorsque nous dansons, nous savons danser, même je dirais toujours, lorsque nous dansons, nous sommes autre chose que simplement des hommes. Quand il s'agit de véritable danse, c'est une œuvre d'art. Quand il s'agit d'une danse collective, disons, oui, collective, c'est un autre rapport entre nous. Et ce n'est pas du tout seulement un rapport de séduction, ça peut aussi être un rapport de séduction. Bon, donc, voilà, je veux dire, à partir de Nietzsche lui-même, l'au-delà de l'homme, le surhomme ou l'en-deçà de l'homme, l'animal, peuvent montrer que ce qui est en question, c'est une capacité de l'homme à sortir de lui-même. C'est pour ça que l'humanisme a été sans doute à la fois
une extraordinaire libération, si on veut, et en même temps un enfermement. On s'est enfermé à l'intérieur de l'humain. Et en s'enfermant à l'intérieur de l'humain, alors on s'est concentré sur le bien-être de l'humain. Mais le bien-être, qui est une expression moderne, le bien-être n'est pas le bien-vivre d'Aristote. Hein. Ce n'est pas une vie qui corresponde à l'épanouissement de tous à l'intérieur de la cité, puisque pour Aristote, le bien-vivre, c'est le but de la cité, de la police. Mais le bien-être moderne, c'est la possibilité pour l'homme d'être de plus en plus producteur de lui-même, de sa propre existence. Et là-dedans, par exemple, la santé a joué un rôle de plus en plus considérable à travers les siècles. Et aujourd'hui, il est évident que la pandémie, elle prend place aussi dans un monde tellement soucieux, inquiet de santé, que nous trouvons devant des problèmes qu'au fond, on n'a jamais vraiment imaginé avant. Est-ce qu'il faut soigner toutes les personnes âgées dont ne sont pas des vies bonnes, justement, dont les vies sont difficiles, compliquées, sont souvent des vies aussi déjà en partie malades par ailleurs. Et ces vies sont des vies qui viennent des progrès techniques de la médecine. Quand vous prenez quelqu'un comme moi, j'ai 80 ans, je suis évidemment une personne à risque pour le Covid, et j'ai 80 ans parce que j'ai été greffé du cœur il y a 30 ans. C'est un prolongement de vie énorme, extraordinaire. Est-ce que prolonger la vie, est-ce que juste la longueur de la vie est un bien en soi? Non. Une vie, je ne le dis pas pour ma propre vie, mais une vie longue, quand c'est une vie difficile, souffrante, ça n'est peut-être pas une bonne vie. Mais aujourd'hui, nous en sommes à considérer la pure longueur de la vie comme le critère de la bonne vie. Bien sûr, ça a toujours été une sorte de rêve de l'humanité. Les patriarches de la Bible ont des durées de vie invraisemblables. Ils ont vécu 200, 500 ans. Bien sûr, l'idée d'une longue vie a toujours été une aspiration parce que la vie veut continuer. Mais en même temps, la vie, elle va aussi à la mort, et la mort fait partie de la vie, et nous ne savons plus quoi faire avec la mort. Nous ne savons plus du tout quoi faire avec la mort humaine, et nous ne savons pas non plus quoi faire avec la mort des autres vivants, parce que les autres vivants, précisément, ou bien ils se détruisent, ils s'entre-détruisent à cause de notre transformation de la planète, de la nature, ou bien nous les tuons pour les manger ou pour utiliser leur fourrure. Vous voyez l'histoire des visons, là, dans la pandémie, l'histoire des visons, du moins au Danemark et en France aussi, sûrement ailleurs. Bon. Mais lorsque
lorsque nous disons que c'est un problème, que nous ne devons pas tuer les autres espèces pour notre propre bien-être, en fait, nous ne savons pas pourquoi nous disons ça. Nous disons ça au nom d'une espèce de respect général de la vie, et nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Or, la vie, qui est notre vie, la vie humaine, et les vies animales et végétales, elles sont sûrement toutes, je ne voudrais pas dire destinées, je ne voudrais pas faire de finalité là, non, mais elles sont toutes, je dirais plutôt exposées à ce à quoi le vivant est exposé parce qu'il est vivant, c'est-à-dire au rapport avec l'autre, et aussi à sa propre mort, parce que la mort est un accomplissement de la vie. Pour autant, bien sûr, qu'elle n'est pas une mort infligée par le meurtre, que ce soit le crime ou la guerre, etc. Non. Ouais. Donc, je vais m'arrêter parce que moi, je suis extrêmement bavard, donc sinon, on sera là jusque dans 4 heures. Mais voilà ce que pour le moment m'inspire votre question. Gracias, Jean-Luc. Gracias, Mónica. Voy a dar la palabra ahora a Idoia Quintana Domínguez. Es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es investigadora en el Centro de Ética de la Universidad de Deusto, en Bilbao, España. De la obra de Jean-Luc Nancy ha trabajado en especial sus reflexiones sobre la comunidad en diálogo con Maurice Blanchot, temática sobre la que tiene varias publicaciones. El año próximo comenzará un proyecto sobre perdón y violencia en la Universidad de California, Riverside. Muchas gracias a Ana y Cristóbal de La Cebra por la invitación. Muchas gracias al Instituto Francés por darnos los medios para este encuentro. Saludo a mis compañeros que, bueno, me alegro mucho de veros, a Mónica, a Luis Felipe y a Daniel. Y bueno, y un agradecimiento y un saludo muy especial para Jean-Luc Nancy. Gracias por tu pensamiento, por tu escritura y sobre todo por estar siempre disponible para discutirla con nosotras, con nosotros. Bueno, paso a mi reflexión y a mi pregunta. Un virus demasiado humano. Este libro, que reúne las reflexiones de Nancy, difundidas en diversos medios entre marzo y junio de este año, nos retrotrae a los primeros meses después de que se decretase la pandemia. Apenas hemos ganado algo de perspectiva respecto a estos momentos de desconcierto. Fue entonces cuando la casi detención de la maquinaria económica global dio lugar a una proliferación de discursos alentada por lo que hasta ese momento hubiese sido difícilmente imaginable. Esa interrupción marcaba una ruptura que por muchos fue percibida como el disparador de un cambio de rumbo de la historia que nos conduciría hacia otros horizontes, ya fuesen estos prometedores o apocalípticos. Volviendo a estos textos de Nancy, me parece que algo que caracteriza y distingue sus reflexiones es que no vaticina tales horizontes, sino que por el contrario subraya que esta realidad inédita pone a prueba nuestras seguridades, confianzas y esquemas tanto de presente como de futuro, no solo en lo que imponen de cálculo sobre la realidad, sino también en lo que aportan de predecibilidad. En este sentido, el diagnóstico, la operación y el aliento que nos encontramos en sus textos nos orientan de otro modo o hacia otro lugar. Para mostrar lo que me parece que es el diagnóstico y la operación que realiza Nancy y para llegar a formular al final de esta breve intervención
una pregunta sobre el aliento o el soplo, me detendré en la manera en la que Nancy caracteriza el impacto del virus. Podemos leer: el virus es ante todo un síntoma, un revelador, incluso un acelerador. Todos estos términos parecen indicar que el virus no es en sí mismo principio u origen de esta crisis, que por lo tanto no sería una crisis solamente sanitaria, ni que su posible desaparición vaya a constituir su final o conclusión. La crisis sanitaria formaría parte de una trama más compleja en la que ha quedado enredada. El virus es síntoma de una enfermedad más grave o de una patología más profunda que lleva tiempo padeciéndose. Una crisis que afecta al principio mismo de civilización, llamémosla tecnocapitalista, dice Nancy, que se define por ser, cito, una extensión ilimitada del libre uso de todas las fuerzas disponibles, naturales y humanas, con miras a una producción que no tiene ya otra finalidad que ella misma y su propio poder. Fin de cita. Una mecánica de fuerzas técnicas y económicas dominadoras y que se quieren omnipotentes, donde la equivalencia mercantil desemboca en una crueldad delirante. El virus es por ello síntoma, revelador y acelerador de una enfermedad que es endógena, es decir, producida por una causa interna. La COVID-19, lo sabemos, no permite, como en otros tiempos de pandemia, referirla a un castigo divino, sino que proviene de nuestras propias condiciones de producción, de dominación y de consumo. Seguramente de ahí procede el título del libro. No es un castigo divino, sino que es fruto de la fuerza autodestructiva de lo humano. Que se remita a lo humano significa que no hay un principio justificador o explicativo trascendente, lo que nos deja sin una respuesta de carácter teológico que proporcione garantías. Pero tampoco esas garantías o programas son ofrecidas hoy por los saberes científicos, por la política, la filosofía o la moral. Y no se vislumbra en el horizonte, insiste Nancy, ninguna convicción de reemplazo. Puede haber, dice, un tratamiento que consista en cuestionar el modelo de crecimiento y que implicaría un desplazamiento de nuestros algoritmos, pero afirma, y cito, nada muestra que pueda ser para que sople otro espíritu. Llevados fuera de los referentes y seguridades, el coronavirus pone ante nosotros la muerte, dicen así, lo impensable y lo desconocido por excelencia. Quizá, afirma, y cito de nuevo, nada dé un fundamento más claro a la igualdad que la mortalidad. Y al mismo tiempo, nada muestra de un modo más evidente las desigualdades vertiginosas de las desiguales condiciones de vida. Citando a Marx, Nancy rescata la noción de propiedad individual, diferente de la de propiedad privada, como aquello que señala hacia lo inconmensurable o a un valor del individuo que no se mide de ninguna manera. En otros textos, Nancy también emprende una reflexión sobre la noción de libertad y de autodeterminación del sujeto, donde se cuestiona la noción estructurante de la propiedad y de lo propio. Concluye que, y cito, probablemente no tengamos experiencia más íntima que la de una impropiedad. Lo que es propio jamás lo es. Hay entonces un valor incalculable, un sentido infinito en lo finito, mientras que por otra parte está el cálculo que corta el aliento. Cito de nuevo, el espíritu se sofocó en el cómputo. Tenemos que volver a aprender a respirar. Mi pregunta, por concretarla en algo preciso, señalaría algo que cierra algunos de los textos reunidos en este volumen y que aparece en otros de manera más o menos central. Se trata de una alusión al espíritu. Un espíritu que en ocasiones aparece refiriéndose a Marx y a la idea de un mundo privado de espíritu, pero también, como acabo de citar, de un espíritu como aliento o como soplo, neuma, como una respiración que ciertamente se vuelve metáfora de un aliento que queda ahogado por el cálculo y que precisamente es aquello que queda malogrado por el virus.
Incluso yendo más lejos, esta nueva respiración pone nombre a la revolución, una revolución del espíritu frente a un principio de equivalencia general. Aunque no creo que este término haya surgido específicamente en el contexto de la pandemia, mi pregunta sería, teniendo en cuenta las complejidades que presenta, aunque solo sea por su larga tradición como concepto filosófico, ¿en qué sentido y para qué sentido adoptar el término de espíritu? Bon, alors, le terme d'esprit, c'est un peu pour moi un problème ou même une souffrance de tous les jours. Parce que c'est un terme inemployable, c'est un terme qui évoque tout de suite la spiritualité, la religion, etc. Et en même temps, c'est peut-être un terme nécessaire parce que justement, comme tu l'as dit, il y a l'esprit, c'est le souffle. Spiritus, pneuma, et qui sont eux-mêmes, enfin, pneuma, la traduction de la roi biblique. Toutes ces formes, disons surtout théologiques de l'esprit et du souffle, elles ont été justement analysées, passées en revue par Derrida dans son livre De l'esprit. Et Derrida a surtout tenu, tout au long de ce livre, à montrer que Heidegger, qui s'est servi du mot esprit et qui le tenait à distance, comme je me sens tenu de le tenir à distance maintenant, mais qui tantôt ne le tenait plus à distance et a enlevé les guillemets, comment Heidegger s'est au fond servi du mot d'esprit dans la pire direction, dans la direction où le souffle n'est même plus seulement le souffle, mais où le souffle devient la flamme et où la flamme brûle, détruit. Mais à la fin du livre de l'esprit, Derrida fait une opération extrêmement curieuse, étrange. Toute la fin de ce livre est une prosopopée de Heidegger. Il fait parler Heidegger. Il fait parler Heidegger, ça veut dire qu'il pense qu'il y a dans la pensée de Heidegger quelque chose qui peut peut-être aller plus loin que ce qu'il a pendant tout le livre, que ce qu'il a montré comme étant les limites, les impasses de la pensée de Heidegger. Et dans cette prosopopée, Heidegger parle aux théologiens du souffle, aux théologiens de toutes les religions, chrétiens, juifs, musulmans, et les théologiens lui répondent. Et les théologiens lui disent, mais en fait, nous n'avons jamais pensé autre chose que ce que vous pensez là. Bon, et Heidegger répond, je ne vais pas faire maintenant l'analyse de cette fin du livre, mais allez relire. Vous verrez, c'est très compliqué. Ce n'est pas complètement clair, sans doute, mais une chose est claire. Une chose est claire. Et c'est que dans cette prosopopée de Heidegger, qui est aussi une prosopopée des théologiens, là où Derrida, au fond, fait parler les autres, évidemment, bien sûr, c'est lui aussi qui parle, ou c'est lui qui veut faire entendre au moins une voix, et même pas une voix, mais il veut faire entendre un mot qui serait le mot présent, volontairement ou non, chez Heidegger aussi bien que chez les théologiens, et ce mot, c'est le mot de tout autre.
Là, Derrida dit, bon, tout, au fond, tout ce qui concerne l'esprit ou le souffle se croise au moins, se rencontre dans l'indication, l'évocation, si on veut, d'un tout autre. Et tout autre, en français, évidemment, c'est une expression française, tout autre, le tout autre, ça veut dire celui qui est absolument autre. Mais tout autre, les deux mots, ça veut dire aussi chacun des autres, n'importe lequel et tous un par un. Or, quelque part ailleurs, Derrida a écrit tout autre et tout autre. C'est-à-dire, bon, et au fond, c'est peut-être un des grands axes de la pensée de Derrida. Mais justement, je pense qu'il n'a pas tort aussi de dire que c'est, enfin, de laisser comprendre que c'est peut-être aussi un axe de la pensée de Heidegger et aussi un axe des grandes traditions spirituelles, je pense, spiritualistes. Et alors, je crois que c'est à partir de ça, à partir de l'idée de tout autre, qu'on peut essayer de reprendre et d'aller peut-être, je sais pas si on peut aller plus loin là que Derrida, mais en tout cas d'éclaircir un peu ce que veut dire la fin de ce livre de l'esprit. Bon, pourquoi est-ce que l'esprit serait toujours rapport avec le tout autre? Parce que juste, au moins on peut dire, en restant sur le plan, disons, de la métaphore du souffle, mais peut-être justement, ce n'est pas seulement une métaphore, que le souffle vient toujours, d'ailleurs, dans la Torah. Vous savez qu'il y a cette phrase fameuse, l'esprit souffle où il veut, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Bon, le souffle, c'est comme le vent, c'est comme tous les vents que nous connaissons. Bien sûr, nous connaissons en partie l'origine des vents, nous connaissons la mécanique, je dirais, et la météorologie des vents, mais en même temps, évidemment, il y a toujours quelque chose d'imprévisible dans la survenue d'un souffle d'air qui passe. Et d'autre part, le souffle qui sort de ma bouche, évidemment, c'est un souffle produit par ma machine pulmonaire, phonologique, etc. Mais en même temps, le souffle, c'est précisément ce qui de moi part, je ne sais pas où. Et dans la voix, la voix qui n'est possible que par le souffle, la voix, elle a peut-être sa plus profonde vérité justement dans le souffle, c'est-à-dire non pas dans les mots, non pas dans le sens des mots que j'emploie, des phrases que je forme, mais dans le fait que ça part, que ça s'envoie, que ça s'adresse. Ce qui fait aussi que peut-être la voix est la plus elle-même, non pas dans la parole, mais dans le chant. Et lorsque dans le chant, il y a justement, à cause de la musicalité, il y a un élément qui est irréductible à la signification, à la parole, et qui va, on ne sait où, qui va se perdre. Regardez un chanteur, une chanteuse en train de chanter, la bouche quelquefois grande ouverte, distendue, c'est comme si vraiment quelque chose d'autre,
passait à travers lui, à travers elle, et partait au fond à l'infini. Alors, je ne veux pas continuer plus longtemps avec le souffle parce que ce serait trop long, infini, mais je dirais que, au fond, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que, en effet, si le souffle est toujours adressé par ou adressé au tout autre. Tout autre voulant dire cette fois vraiment ce qui n'est absolument pas identifiable, d'aucune manière. C'est-à-dire que, évidemment, le tout autre, par exemple, n'est pas Dieu, parce que Dieu a été identifié d'une quantité de manières. Ce tout autre, il est ce que nous connaissons peut-être très bien dans chaque autre humain, animal, et dans chaque autre, même pas seulement vivant, peut-être dans l'autre minéral aussi bien, ce tout autre, c'est ce qui, de l'autre, reste inappropriable, inidentifiable, imprévisible, et c'est-à-dire ce dont, d'une certaine façon, nous n'avons d'expérience humaine, je dirais que dans l'amour ou dans l'art. L'amour consiste justement à se rapporter au tout autre dans l'autre, pas à se rapporter à telle ou telle qualité, etc., mais à ce dont je peux savoir, je dois savoir que d'une certaine façon, je ne m'approcherai jamais. Le tout autre, c'est un peu, disons, ce dont saint Augustin donne une expression quand il dit que Dieu est interior intimo meo. C'est-à-dire le comparatif d'un superlatif. Intimios, le plus intime, intérieur, encore plus intérieur. Alors, si c'est encore plus intérieur, forcément, c'est que ça sort, c'est que c'est ailleurs, c'est que. Bon. Et alors, je dirais que à un moment donné, Idoia, tu as parlé de la prévisibilité, de la pandémie. Et justement, je crois que ce qui nous arrive à travers la pandémie, qui était prévisible, mais qui n'était peut-être pas suffisamment prévisible avec les moyens ni de la technique ni des États, mais enfin qui était quand même en gros prévisible, puisque Bill Gates, comme vous savez, a fait une conférence, je ne sais plus, il y a peut-être presque 10 ans, où il décrivait déjà très bien ce qui pouvait se produire comme une pandémie. Bon. Mais ce qui aurait pu être prévu, qui ne l'a quand même pas été, et qui donc c'est l'imprévisible qui nous tombe dessus. C'est pas seulement l'imprévisible de la pandémie, c'est justement, par exemple, l'imprévisible de la vie dont je parlais tout à l'heure en répondant à Monica, de la vie, des personnes fragiles, etc. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas, alors ça donne lieu à des discussions, et puis finalement, l'idée la plus obligatoire, je dirais, de préserver toutes les vies vient en avant. Mais justement, à partir du moment où on dit qu'il faut préserver toutes les vies, on pose par exemple la question des vies animales et des vies. Bon,
Donc, il y a une imprévisibilité, plutôt une imprévision de notre part, de la part de toute la société, de toute la machine techno, économico. Il y a une imprévision qui débouche sur une imprévisibilité parce que nous ne pouvons pas prévoir devant quoi nous sommes. Et je dirais, la crise est une manière de nous mettre, de nous exposer justement au tout autre. C'est un souffle. Au fond, on peut dire, oui, la pandémie est un souffle, un vent puissant qui nous souffle dessus et qui nous laisse devant, qui nous coupe le souffle, qui nous laisse le souffle court, comme on dit en français, devant. Mais justement, peut-être que nous devons apprendre à penser que la pensée véritable, et donc la pensée proprement humaine, mais pas trop humaine, la pensée peut-être sous ou surhumaine, c'est une pensée qui se sait exposer à l'imprévisible, à l'incalculable. L'incalculable. Je ne sais plus qui a prononcé le mot d'algorithme, si c'était Monica ou Idoia, mais et de changer nos algorithmes. Mais est-ce qu'il s'agit même de changer nos algorithmes? Parce que les machines à algorithmes, elles se changent elles-mêmes très activement et sans arrêt. Et les algorithmologues sont occupés à essayer de penser l'incalculable à l'aide d'algorithmes. Avoir un algorithme pour l'incalculable, c'est une idée qui est actuellement travaillée. Non, il faut dire que... Pardon? Pardon? Non? A ver, il faut que je m'arrête. Peut-être, j'ai parlé trop longtemps, pardon. Muchas gracias, Idoia, Jean-Luc. Voy a dar ahora la palabra a L. Felipe Alarcón. Él está en Chile, Idoia está interviniendo desde España. Mónica estaba interviniendo desde Buenos Aires. Así que, bueno, retomamos la conversación ahora presentando a L. Felipe Alarcón, que es traductor y doctor en filosofía por la École Normale Supérieure de París. Su trabajo se centra en las relaciones entre literatura y filosofía en el pensamiento francés contemporáneo. Bueno, gracias ante todo a la Zebra por la invitación, entonces a Ana y Cristóbal por haber sacado el libro también, entonces los agradecimientos se extienden a Palinodia, a Alejandra y Miguel por haber sacado el libro, y a Víctor Golsen por haberlo traducido, por supuesto al Instituto Francés por la infraestructura, a Agustina por la traducción. Te agradezco mucho a todo el mundo que participa en ese sentido. Yo voy a hacer dos preguntas más o menos breves sobre un solo tema, en el fondo. Ese tema es la mutación, porque desde hace algún tiempo Jean-Luc Nancy habla de mutación. En una entrevista de 2017, por ejemplo, la mutación es definida como un cambio profundo, incluso completo, de un carácter general. Ahora, sin siquiera sospechar lo que iba a pasar el 2020, el 2017 ya hablaba allí de una tensión entre la indeterminación, lo sin fin, por un lado, y por el otro la actualidad plena de la existencia, pero todavía más importante, de la posibilidad de que la mutación que estaba en curso, que estamos experimentando, llevara aparejada nuevas formas de comportarse, o incluso de que esta resultara letal para la humanidad. El término reaparece, el término de mutación, reaparece en el prefacio de Un virus demasiado humano, y cito el libro. Jean-Luc Nancy dice: el virus revela por sí mismo un mundo que desde hace ya largo tiempo experimenta el desconcierto de una mutación profunda.
La primera pregunta entonces es simple y es ¿en qué está hoy, en su opinión, esa mutación? Si la llegada del coronavirus la ha acelerado o ha revelado caracteres esenciales. En el fondo me gustaría saber si ese pensamiento de la mutación ha llevado a reflexiones sobre cuál es la relación o cómo ese virus ha afectado. Y la segunda pregunta, que va en la misma línea, es que en esa misma entrevista de 2017 con Juan Manuel Garrido, se identifica a la democracia como un producto de la mutación occidental. Se dice así, es una cita de la mutación occidental, de la democracia junto al capitalismo y la técnica. Entonces, los tres, si entiendo bien, eso serían históricamente posibles, en sentido moderno, gracias a la centralidad inédita que adquirió la producción en esta última mutación occidental. Se dice, por ejemplo, me voy a pasar eso, dice, el punto es que a lo largo del libro, de este libro, digamos, de un virus demasiado humano, tanto la técnica como el capitalismo, entonces los otros dos elementos que no son la democracia, parecen estar puestos en duda por el coronavirus. Hay, por ejemplo, una cita que dice, brutalmente, lo que parecía inimaginable, inalcanzable, un virus lo hizo acaecer. La máquina, el sistema, con tanta frecuencia incriminado, pero nunca desmontado, está casi detenida. La democracia, sin embargo, ese tercer elemento, aparece como una esperanza, como, cito el libro de nuevo, como el único régimen que puede dar un cuerpo político a ese acto de fe radicalmente laico. La pregunta entonces, si podría Jean-Luc Nancy hablarnos un poco más sobre esa fe laica que se afirma en el libro, y contarnos también un poco más cuál es la relación con la democracia, y una democracia que imagino yo, en todo caso no sería ya esa democracia salida de la producción o posibilitada solamente, o entre otras cosas, por la producción. Entonces, esa relación, digamos, entre la fe laica, la democracia y la producción. Bien, merci. Alors, je vais essayer d'être plus rapide, mais sans être trop rapide. La mutation, bon, c'est toujours, pour les biologistes, c'est une transformation du matériel génétique. Donc, c'est lorsque un individu, l'individu, et en plus, après, cet individu peut communiquer sa mutation à des descendants et à toute l'espèce. Mais c'est lorsque le stock génétique d'un individu est modifié. C'est-à-dire lorsque un élément dans la chaîne de l'ADN est supprimé, remplacé, déplacé, retourné, bien. Et je crois qu'en effet, dans l'histoire de l'humanité, elle est faite aussi de mutations. C'est-à-dire que c'est pas le stock génétique de l'animal humain, encore que l'animal humain, il est lui-même issu de mutations. Qu'est-ce que c'est que Néandertal par rapport à Homo sapiens? C'est une autre mutation, c'est un autre capital génétique. Mais dans l'histoire de l'humanité, par exemple, au néolithique, l'invention de l'agriculture, de la sélection des espèces, etc., on va appeler ça une mutation. Pendant très longtemps, jusque-là, les hommes avaient vécu en se servant des animaux et des plantes tels qu'ils se présentaient. Bien plus tard, est arrivée une autre mutation qui est une mutation dans le rapport aux minéraux. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement prendre des pierres, du bois là où il y en a, on a creusé et on a transformé les éléments et on a inventé les métaux, en particulier le fer. Et le fer a été le pivot
de transformation extrêmement importante et qui concerne justement la naissance de l'Occident. Bon, parmi toutes ces mutations, je ne peux pas essayer de les parcourir maintenant, l'Occident, la naissance de l'Occident est évidemment une mutation. Et c'est la mutation de la disparition, de ce qu'on a beaucoup appelé la disparition des dieux. C'est la manière la plus raccourcie de dire que tout un mode de vie, à la fois essentiellement agricole, rural, tribal aussi, et organisé autour de rites, et de rapports de rites et de mythes, vraiment. Tout ce monde-là a basculé complètement. Il a basculé environ autour du moins 13e siècle avant notre ère, et il est arrivé un monde dans lequel il fallait inventer, et par exemple et avant tout, inventer la politique. Politique, c'est un mot grec, politique. La police, l'idée de la cité, c'est l'idée grecque, comment nous organiser s'il n'y a plus de dieux, de totems, de mythes. De mythes. Par exemple, le refus du mythe par Platon est un caractère très fort de cette mutation. À un moment donné, les mythes avant Platon, bien sûr, c'était avant Platon déjà, les mythes ont perdu leur vertu d'expression du groupe, de la tribu, etc. Donc, en effet, il y a des mutations. Et voilà pourquoi je pense qu'il n'y a rien d'insensé à penser qu'aujourd'hui, nous avons entamé une mutation. C'est-à-dire que disons, oui, si la production, l'esprit de la production, et je dirais avec lui l'esprit de l'entreprise, a caractérisé tout le monde, d'abord occidental, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est parce que dans le basculement de civilisation de l'Occident, il est apparu la possibilité de produire, de faire par nos propres moyens autre chose que ce qui existait. Et Rome, de ce point de vue-là, est tout à fait exemplaire. Rome, c'est le premier monde de la technique, au sens, oui, pré-moderne. Par exemple, Rome invente une technique absolument complètement nouvelle, qui est le droit. Le droit romain, c'est une technique, c'est une manière de considérer, d'utiliser, d'organiser les rapports des gens, des individus et des collectivités quand il n'y a plus de loi divine. Le droit romain est lui-même issu de transformations que les juristes romains ont faites pendant un temps assez long et qui a donné le droit. C'est-à-dire justement ce qui est pour nous le cadre en quelque sorte nécessaire et élémentaire de la vie collective. Et je vois que la lumière est en train de beaucoup baisser chez moi. Je vais allumer une lampe.
Voilà, c'est mieux parce que maintenant, je sais pas, le jour commence à tomber. Alors voilà disons, pour la première question, je vais m'arrêter là. Oui, mais quand une mutation a lieu, on ne peut pas savoir ce que ça va produire. Donc nous ne savons pas. Mais comme l'avait dit tout à l'heure Monica, il est vrai que pour le moment, il y a aussi des signes de non-mutation, c'est-à-dire que la grosse machine techno-capitaliste, elle continue. J'ai lu avant-hier que depuis le début de la pandémie, les plus hauts revenus américains ont augmenté encore plus que dans l'année précédente. Donc, pendant que tout le monde souffre de la pandémie, la richesse continue à s'accumuler. Alors, de ce point de vue-là, oui, on pourrait dire il n'y a pas de mutation. Mais en même temps, heureusement, peut-être on peut dire, il y a bien quand même une mutation dans le rapport général des sociétés à elles-mêmes. Les sociétés aujourd'hui ne sont pas seulement malades du virus, elles sont malades de toute une désagrégation sociale. Et c'est là qu'intervient alors votre deuxième question, celle de la démocratie. Évidemment, la démocratie est complètement liée à la mutation occidentale. Parce que la démocratie grecque, c'est la réponse à la disparition de tout ordre mythico-divin. Seulement, la démocratie, elle a elle aussi connu des mutations. La démocratie grecque, elle repose sur une définition du peuple. Le peuple, ce sont tous les gens qui sont reconnus comme, par exemple, comme Athéniens, étant propriétaires de quelque chose, propriétaires d'une terre, évidemment, le plus souvent, et ces citoyens qui composent le peuple ne comportent ni les femmes, ni les enfants, ni les étrangers. Ensuite, avec Rome, il y a une transformation déjà de la démocratie qui est justement liée au droit. Bon, et puis enfin, il y aura, je dirais, le christianisme fait de la démocratie l'égalité et en principe l'amour de tous les enfants de Dieu. Justement, ça se divise en deux. D'un côté, c'est l'aspect spirituel, théologique, d'abord. De l'autre, il y a l'aspect matériel, pratique, et dans l'aspect matériel, pratique, en même temps, se développe continue à se développer toute la dynamique que Descartes appellera maîtrise et possession de la nature. Et là, la démocratie est entrée dans une nouvelle phase. Et nous sommes encore dans cette phase. Et cette phase est problématique. C'est une phase dans laquelle on ne sait pas ce qu'est le peuple. Le peuple n'est plus défini. Il était encore un peu défini comme peuple bourgeois au moment de la Révolution française. Vous savez, au début, la Révolution française, c'est quand même la révolution d'une certaine catégorie sociale, et le droit de vote, par exemple, n'est reconnu au début que aux propriétaires. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie telle que nous sommes aussi prêts à nous inquiéter même des droits des animaux. Mais en même temps,
Nous ne savons plus du tout ce que veut dire peuple. Tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire tout le monde? Bon. C'est ce qui fait aussi que le principe de l'élection, qui est évidemment qui est un principe qui rend justice à la dignité de chacun, de chaque personne, de pouvoir s'exprimer quant aux décisions qui concernent la collectivité. Mais en même temps, l'expression de chacun est aussi bien l'expression d'intérêt, de passion et aussi d'ignorance. À côté de certains savent plus, certains savent mieux, évidemment. Il n'y a qu'à voir très souvent les élections dans un pays comme la France, je reste dans mon pays, un pays comme la France, les élections montrent très bien que il y a un vote majoritaire, tout simplement pour changer. On n'est pas content, alors on veut changer. Et on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. On élit Macron parce que, oui, pour une majorité de Français, ça paraît un changement. Après, ce changement ne change pas. Bon, etc., etc. Donc, je crois que c'est ce qui fait que la démocratie aujourd'hui, c'est un mot un peu creux, un peu vide. Qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement du peuple? Qui est le peuple? Et est-ce qu'il faut poser la question comme ça? Alors, je dirais peut-être que oui. Alors, oui, mais alors, je dirais le peuple, c'est la majorité, évidemment. C'est ça que notre civilisation a défini. C'est le plus grand nombre, c'est tout le monde. Et alors, si c'est tout le monde, eh bien, si c'est la majorité, en tout cas, la majorité souffre. Elle souffre de plus en plus. Et elle souffre de plus en plus, non seulement de la pauvreté ou pour d'autres de la faim, elle souffre de plus en plus de la maladie. Et la pandémie accroît les inégalités. Donc c'est peut-être à partir de la souffrance qu'il faudrait faire commencer une nouvelle réflexion sur la démocratie. La démocratie devrait être gouvernement, l'autorité reconnue à la souffrance. Et évidemment pas à n'importe quelle souffrance, puisqu'il est normal qu'on souffre de maladies, il est normal qu'on souffre de nos passions, etc. Mais la souffrance qui met en question la possibilité d'une vie douée d'un minimum de sens. Et cette souffrance, c'est peut-être aussi bien une souffrance morale, dans notre souffrance vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du fait que nous ne savons pas quoi faire avec la mort, avec les morts. Nous voulons les respecter, et en même temps, nous les ignorons. En même temps, nous les poussons lentement dehors en les mettant dans des asiles, moins dans la société développée. Et dans les sociétés non développées, ben, les morts en quantité, ce sont justement d'abord ceux qui souffrent le plus de la faim, de la misère, du manque de soins, etc. Alors, je dirais peut-être que l'avantage de la pandémie, c'est qu'elle nous permettrait de mettre l'accent sur la souffrance.
pas la souffrance du virus. Bon. Puisque justement, comme tout le monde le remarque, la souffrance du virus n'est pas si importante que ça par rapport aux souffrances de la peste, par exemple, autrefois. Mais la souffrance par rapport justement à un bien vivre qui ne soit pas un bien-être. Muchas gracias. Voy a presentar ahora a Daniel Álvaro. Él es investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Ha traducido obras de Jacques Derrida y Jean-Luc Nancy. Es autor de El problema de la comunidad y coautor de Lecciones de la Comuna. Buenos días. C'est Daniel Álvaro, ça, c'est pas... Bon. Buenos días a todos y a todas. Quisiera muy brevemente agradecer a Cristóbal y a Ana de la Zebra, al Instituto Francés, a los colegas y a las colegas que nos acompañan, Idoia, Mónica, Felipe y desde luego a Jean-Luc Nancy, por acompañarnos en la presentación de su libro. Estoy muy contento de estar acá con todos ustedes. Mi intervención surge obviamente de la lectura de un virus demasiado humano. Leyendo el libro pensé en la importancia de una figura que se repite discretamente pero con insistencia en tus publicaciones de las últimas décadas. Me refiero a la figura, o quizás debería decir al concepto, de la autodestrucción. Recuerdo que en un texto importante de los años 90, un texto titulado Cum, hablabas de la capacidad autodestructiva de la humanidad relacionada con las experiencias totalitarias europeas que se llevaron a cabo en nombre de la comunidad. En trabajos posteriores, como por ejemplo en la creación del mundo, empezó a quedar claro que tu inquietud por la autodestrucción humana ya no estaba acotada a Europa, ni siquiera a Occidente, sino que se dirigía al mundo mundializado, al mundo globalizado, donde justamente cada vez resulta más difícil distinguir entre lo que solía llamarse la civilización occidental y el resto de las civilizaciones. Visto en retrospectiva, tu pensamiento sobre esta cuestión parece adoptar la forma de una inmensa paradoja que podría enunciarse del siguiente modo. La autoafirmación de la voluntad y de la potencia sin límites arrastra consigo la autodestrucción de la humanidad. En la medida en que la voluntad y la potencia quedan libradas a su propio despliegue ilimitado, como sucede en la época contemporánea, dominada por el nihilismo y la economía capitalista, la autoafirmación y la autodestrucción de lo humano se encadenan una con otra. En un virus demasiado humano, retomás la noción de autodestrucción, pero en esta ocasión para reflexionar sobre las condiciones sociales, económicas, técnicas y políticas que desembocaron en la pandemia de COVID-19. Lo que en textos anteriores tal vez podía leerse como parte de una reflexión general sobre el devenir humano en un mundo sin horizonte a la vista, en este libro me parece que la cuestión aparece como un interrogante específico, localizado en el espacio y en el tiempo, y sobre todo expresado de forma más decisiva o definitiva, de forma más urgente y al mismo tiempo más sombría. Para decirlo de la manera más económica posible, entiendo que para vos el virus es un indicio del estado extremadamente frágil de nuestra condición existencial. En uno de los pasajes más impactantes del libro, hacia el final del prefacio, escribís que la pandemia de COVID-19 es el síntoma de una enfermedad que alcanza a la humanidad en su respiración esencial. Me permito citar las palabras finales del prefacio. Es posible que el síntoma requiera actuar sobre la patología profunda y que debamos ponernos en búsqueda de una vacuna contra el éxito y la dominación de la autodestrucción. También es posible que a este síntoma le sucedan otros hasta la inflamación y extinción de los órganos vitales. Esto significaría que la vida humana, como toda vida, llega a su término. Hasta ahí la cita.
De acuerdo con este diagnóstico, mi impresión es que como humanidad estamos ante una disyuntiva extrema. O bien enfrentamos el tecnocapitalismo para darle a nuestras sociedades otra razón de ser que la acumulación de capital, o bien dejamos todo como está y empezamos a hacernos la idea de que la especie humana se encamina a su propia extinción. Creo que para entender el alcance de todo lo que se juega en semejante disyuntiva, primero hay que reconocer el carácter humano, demasiado humano del virus y de todas las enfermedades que pueden terminar con nuestra vida como humanidad. Por estos días comenzó la vacunación masiva en varios países del mundo, lo que en principio es una buena noticia. Sin embargo, no hay que perder de vista que se trata de una solución parcial y provisoria. No basta con tratar el síntoma, hay que tratar también el problema que lo genera. Ahora bien, la enorme dificultad de todo este planteo consiste en entender que el problema somos nosotros mismos. Somos nosotros quienes a través de un largo proceso histórico, a través de los siglos y las generaciones, nos condujimos a nuestro propio callejón sin salida. Son nuestras condiciones de trabajo, de salud, de alimentación, en definitiva, nuestras condiciones de vida las que malogran la vida. Si aceptamos esta diagnosis social y al mismo tiempo dejamos de lado las propuestas de los ideólogos de lo que vos llamás muy oportunamente neoviralismo, es decir, del neoliberalismo en el plano sanitario, si dejamos de lado todo eso, entonces me parece que la pregunta que se impone es cómo garantizar la continuidad de la vida humana, qué hacer en definitiva para evitar su previsible final. Me animaría a decir que tu respuesta o tu esbozo de respuesta apunta en dos direcciones. Por un lado, apunta en una dirección eminentemente práctica, o mejor aún, práctico-política, en el sentido de que no hay ni habrá posibilidad de preservar la vida sin una transformación radical de las condiciones materiales que la hacen posible. Y por otro lado, pero al mismo tiempo, apunta en una dirección filosófica, ya que lo que hace vivir y sobrevivir al viviente humano es también, y quizás ante todo, el aliento, el soplo, el espíritu, o bien, lisa y llanamente, el sentido. En suma, tiendo a interpretar que para vos el porvenir de la humanidad depende tanto de la posibilidad de una revolución social basada en la democracia y también de una revolución espiritual. La pregunta que me gustaría hacerte entonces es la siguiente. ¿Crees que un cambio del mundo y de nosotros mismos todavía es posible? Y en el caso de que así lo creas, ¿qué experiencias y qué pensamientos pueden inspirar el cambio en esa doble dirección a la vez política y filosófica? Je dirais, oui, mais je commencerai par dire, oui, pourquoi est-ce que la vie humaine ne finirait pas comme toute vie? Pourquoi est-ce que l'ensemble de la vie, puisque la vie est toujours dirigée quand même vers la mort d'abord, pourquoi est-ce que la vie humaine, mais même toute la vie de la planète Terre, n'arriverait pas à une fin et qui ne serait pas simplement une catastrophe, mais qui serait aussi l'arrivée à un certain moment, voilà, où c'est la vieillesse, c'est la fin. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut éviter cette hypothèse, et qui évidemment n'est pas une hypothèse prédictive, parce qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais par exemple, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des pays, je pense surtout à la France. Il y a un pays comme la France est un pays vieux. C'est le plus vieil
État centralisé de l'Europe. Bon. Donc, la langue française est peut-être aussi une des langues européennes qui s'est constituée le plus tôt et qui surtout a été, je dirais, réglementée par le pouvoir central, par le pouvoir royal, avant de l'être encore par le pouvoir révolutionnaire, etc., etc. Bon, la France est vieille et c'est normal, c'est normal. Donc, pourquoi est-ce que la France ne disparaîtrait pas? Alors, on va dire, mais elle disparaîtrait alors au profit de quoi? Ah, évidemment, on ne peut pas savoir. Pas savoir. Ou la France deviendrait une province chinoise, ou deviendrait un nouvel État islamique, ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais enfin, il faut, ça n'est pas la fin de toute l'humanité, mais je veux dire, là, il peut y avoir aussi des fins qui ne soient pas celles de toute l'humanité, mais qui en même temps correspondent à une transformation profonde, très profonde de toute l'humanité. Aujourd'hui, je trouve que l'Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée, le Vietnam, en partie d'autres pays aussi, l'Indonésie, donne l'exemple d'une nouvelle conduite humaine qui est très différente de la conduite occidentale et européenne, et qui utilise, bien sûr, qui intègre toute la technologie et toute l'économie produite par l'Occident. Mais il n'est pas impossible que ce soit ce mode de vie. Je ne parle même pas de la puissance chinoise, là, je parle d'un mode de vie, d'une manière de se rapporter à l'existence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, premièrement, il faut penser au moins avec la possibilité, ou du moins la non-impossibilité de toutes ces fins. Bon. Premièrement. Alors, ensuite, est-ce que bon, tu as dit que je proposais quelque chose en deux parties, démocratie d'un côté et transformation philosophique ou spirituelle. Moi, ce que je crois, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure sur la démocratie à Philippe. Je crois que ça ne peut trouver de réponse que dans une révolution spirituelle. Avec ce que j'ai dit sur l'esprit et le souffle en répondant à Idoia. Donc, parce que les grandes mutations de l'humanité sont des mutations spirituelles. L'Occident, c'est une mutation spirituelle qui est d'abord grecque, d'un côté juive, de l'autre, ensuite romano-chrétienne. Les mutations qui ont conduit longtemps avant à la formation de l'Empire chinois étaient des mutations spirituelles. L'Empire chinois n'a pas été simplement le résultat d'une domination croissante, mais ça a été aussi le résultat d'une transformation des modes de vie et de pensée. Bon. Et je crois qu'on pourrait continuer longtemps parce que, par exemple, si on pense à l'Amérique du Sud, si on pense aux Mayas, aux Aztèques, tout ça, ça a été des modes de vie, des modèles de civilisation. Alors, là, après, on peut dire, oui, mais c'est la colonisation qui les a détruits. C'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Mais évidemment, la colonisation a joué un rôle très important là-dedans, mais je dirais, sans la colonisation, je ne pense pas non plus que ces civilisations
aurait été éternel, parce qu'aucune réalité humaine n'est éternelle. Donc, une révolution spirituelle. Mais ça ne peut pas se calculer. Si une révolution spirituelle, ça voudrait dire, alors, je vais faire arriver quoi? Un nouveau Jésus, un nouveau Bouddha, un nouveau Lénine, peut-être. Mais par exemple, oui, mais ça c'est ce que c'est un peu l'esprit d'Alain Badiou que j'aime et que je respecte beaucoup par ailleurs. Mais Alain Badiou, il pense à la fidélité à un événement. Et cet événement, pour lui, c'est justement l'événement démocratique qui commence avec Saint-Paul, qui continue avec Lénine et ensuite même un peu avec Mao pour Badiou. Mais justement, Badiou a une référence dans un événement. C'est pour ça que je trouve que ce que Badiou oublie, c'est que alors il y aura un autre événement. Un événement, c'est par définition imprévisible, incalculable. Alors, ça veut dire qu'il nous faut apprendre à penser que nous ne pouvons rien prévoir. Qu'est-ce que ça, c'est très difficile. Parce que nous sommes habitués à penser que penser, c'est prévoir, c'est bon. Bien sûr, il faut prévoir, il faut faire ce qu'on peut pour arranger les choses, évidemment pour la pandémie, mais par exemple pour l'énergie. Mais regardez ce qui se passe. En ce moment, il y a une grande crise autour des éoliennes. On dit que les éoliennes font autant de dégâts écologiques qu'elles en réparent. Donc ça veut dire que les issues écologiques ne sont pas si simples que ça. Elles peuvent aussi correspondre à des difficultés techniques encore plus grandes. Donc, je dirais encore, on pourrait en dire beaucoup plus encore sur les progrès techniques biologiques, par exemple. Donc, il y a un niveau, un point où il faut que nous apprenions à ne plus y voir. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'y voit rien? On ne fait pas rien dans le noir. Il faut apprendre à être dans le noir. Et bien sûr, on a toujours besoin d'instruments, de chercher quelques éclairages. Bon, d'accord. Mais d'abord, penser, nous n'y voyons rien, et alors? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on commence par, quand on est dans le noir, on commence par tâter autour, tâter les murs, les issues, par où je peux passer, comment je peux me diriger. Ils ont une pensée tâtonnante, tactile. Bon. Mais voilà, je vais m'arrêter parce que ça doit faire 10 minutes, même si je n'ai pas d'horaire là devant moi.